Bonjour et bienvenue. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur la COVID-19 et la planification familiale. Aujourd'hui, nous allons faire les liens avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie et tous les programmes qui ont adapté leurs services de planification familiale. Notre objectif, de découvrir les incidences de la COVID-19 sur l'accès et l'utilisation des services de planification familiale partout dans le monde. Je m'appelle Roueda Salem et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous allons commencer avec quelques détails d'intendance et des présentations en attendant l'arrivée des autres participants. Veuillez vous présenter dans la boîte de chat et vous pouvez dire où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous bénéficions d'un service d'interprétation simultanée en français et en anglais pendant le webinaire. Nous vous encourageons à cliquer sur l'icône Interprétation en bas de votre écran et après, vous pouvez choisir votre langue de prédilection, soit l'anglais, soit le français. Vous aurez l'option pour couper l'audio original pour ne pas l'entendre au fond. Avec cette interprétation, vous allez peut-être constater que nous parlons assez doucement et nous prenons une pause avant de passer aux diapositives suivantes pour permettre nos interprètes à arriver au même moment. Vous pouvez aussi choisir si vous aimeriez lire des sous-titres en anglais pendant la session. Vous devrez voir ces sous-titres automatiquement, mais sinon, vous pouvez choisir de les voir en cliquant sur l'icône avec les deux C en bas de votre écran Zoom. Si vous voulez cacher les sous-titres plus tard, vous pouvez cliquer sur le même icône et sélectionner Cacher les sous-titres. Ces sous-titres sont créés avec une fonction automatique. Donc, les sous-titres ne sont pas exacts à 100%. Les sous-titres sont disponibles seulement en anglais. Enfin, nous allons enregistrer ce webinaire. Nous allons vous envoyer par courriel cet enregistrement plus tard aujourd'hui. Je m'appelle Roueda Salem et je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis responsable de programme et chef d'équipe de Knowledge Solutions pour le projet Knowledge Success. Avec moi aujourd'hui, nous avons Catherine Packer, une chercheuse dans la section de la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile avec FHI 360. Elle a été chef de l'analyse des données et de synthèse des données pour faire les liens avec le soutien d'Alison Bodenheimer, une conseillère technique avec Knowledge Success et qui nous a aidé avec la synthèse des informations que nous allons partager aujourd'hui. Donc, voilà ce que nous avons préparé pour aujourd'hui. Je vais commencer avec un aperçu de faire les liens et pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur les incidences de la COVID-19 sur la planification familiale. Après, Catherine va parler des résultats. Vous allez jouer votre rôle aussi. Catherine va vous poser quelques questions sur les incidences de la COVID sur la planification familiale et nous allons vous demander de répondre à une série de questions de sondage avant de partager les résultats. Nous aurons suffisamment de temps à la fin de la session pour répondre à vos questions. Vous pouvez
Ajoutez vos questions à la boîte de dialogue pendant la présentation et nous allons les poser à la fin du webinaire. Nous avons plusieurs partenaires qui ont travaillé avec nous pour ce programme, y compris PMA, Breakthrough Action, Access Collaborative, qui seront ici pour répondre à vos questions avant de conclure avec quelques remarques. Donc, nous allons commencer. Au début de la pandémie, en avril 2020, le FNAP a estimé que si la COVID-19 ou les perturbations liées à la COVID-19 continuaient pour 6 mois, 7 millions de grossesses non désirées pourraient arriver. Mais les estimations après un an nous ont montré qu'il n'y avait que 1,4 million de grossesses non désirées. Cela peut être troublant, mais cela nous montre que les incidences de la COVID-19 sur la grossesse non désirée pendant la première année de la pandémie n'étaient pas aussi graves que nous avons pensé. Donc, c'est avec ce contexte que nous avons essayé d'approfondir nos connaissances des données pour mieux comprendre ce qui se passait. Nous savions que les responsables de programme et les conseillers techniques partout dans le monde avaient plusieurs questions sur l'incidence de la pandémie sur les programmes de l'APF. Nous avons essayé de répondre à quelques questions, y compris: est-ce que les désirs de grossesse ont changé à cause de la COVID-19? Est-ce que l'utilisation des contraceptifs ont changé pendant la pandémie? Est-ce que les femmes avaient accès aux services de planification familiale pendant la pandémie? Comment est-ce que les programmes de l'APF ont répondu aux difficultés de la pandémie? Et plus important, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette expérience pour utiliser pour des pandémies ou des crises futures? Comment répondre à ces questions? Nous avons tout d'abord fait la collecte des données avec des sondages nationaux ou sous-nationaux. Nous avons aussi analysé les expériences des programmes qui ont adapté leurs services. Nous publierons toutes ces informations dans une expérience visuelle en ligne que nous allons appeler en anglais Connecting the Dots ou faire les liens. Comme j'ai dit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires. Nous avons travaillé avec PMA pour analyser les données des sondages nationaux ou sous-nationaux de 7 pays. En général, les sondages ont eu lieu entre novembre 2019 et octobre 2020. Et les réponses représentent 2 mois avant le début de la pandémie, 3 ou 4 mois après le début de la pandémie, ou plus tard, entre 6 et 10 mois après le début de la pandémie. Dans 4 autres contextes, le Burkina Faso, le Kenya, Kinshasa en RDC, à Lagos au Nigeria, nous avons analysé 3 sondages. Dans d'autres contextes, la Côte d'Ivoire, Rajasthan en Inde et en Ouganda, il n'y avait qu'un sondage disponible quand nous avons fait ce travail. Donc, nous avons sélectionné 4 indicateurs clés et PMA a préparé les données. PMA a analysé plusieurs indicateurs, mais nous avons choisi 4 indicateurs clés pour démontrer les incidences de la COVID-19 sur l'APF. Les sondages qui ont été menés plus tôt pendant la pandémie ont été faits par téléphone. Donc, cela pourrait avoir des effets sur les résultats parce qu'il n'y avait que des participants qui avaient accès au téléphone. Ma collègue Alison a travaillé avec 3 programmes pour documenter et partager leurs expériences d'adaptation des services de l'APF pendant la pandémie. En Côte d'Ivoire, nous avons travaillé avec Breakthrough Action, en Afrique de l'Ouest ou WABA. Au Madagascar, nous avons travaillé avec Access Collaborative, qui est mise en œuvre par PAT et JSI.
Au Népal, nous avons travaillé avec l'Association de la planification familiale du Népal ou FPAN. Ces expériences ne sont pas liées aux données émanant du sondage, mais cela peut éclairer quelques adaptations qui ont réussi, qui peuvent contribuer au euh, contexte et des résultats généraux. Voilà un exemple d'un tableau interactif de faire les liens. Nous avons des informations venant de la RDC. On peut choisir l'indicateur d'intérêt et voir comment la situation a changé ou comment la situation n'a pas changé dans le contexte de la pandémie. Nous sommes toujours en train de finaliser ces tableaux et nous allons les publier en janvier. Nous savons que ces questions sont très importantes pour plusieurs personnes, donc nous avons choisi d'organiser ce webinaire maintenant pour présenter les premiers résultats avant de terminer l'année 2021. Maintenant, je passe la parole à Catherine qui va partager les résultats. Merci beaucoup. Donc, qu'avons-nous découvert? Nous allons présenter quelques questions. Pour chaque question, vous pouvez répondre à un sondage. Et avec la prochaine diapositive, nous allons révéler ce que nous avons découvert. Voilà la première question. Vous devrez voir la question sur votre écran avec quelques réponses. Est-ce que les femmes ont changé d'avis sur leur désir de grossesse à cause des préoccupations liées à la COVID-19? Voilà les réponses. Oui. De grands changements? Oui. Mais de petits changements? Non, il n'y avait pas de changement. Et vous pouvez sélectionner ce que vous pensez est la bonne réponse. Merci, je vois beaucoup de réponses. Nous allons attendre quelques secondes de plus. D'accord, voilà. Il paraît que la plupart des participants ont dit que oui, mais seulement de petits changements. Diapositive suivante. Oui, vous avez raison. Oui, mais seulement de petits changements. Ce que nous avons trouvé avec ces données était que, en général, il y avait des changements, mais de changements qui n'ont pas été aussi importants que nous avions pensé. Voilà, nous avons les données sur les femmes qui ont changé d'avis sur le désir de grossesse à cause des préoccupations liées à la COVID-19. Donc, vous voyez que c'est une question oui ou non. Donc, nous ne savons pas si c'était les femmes qui ont choisi de reporter la grossesse ou de tomber enceinte plus rapidement. Donc, dans les 4 contextes où nous avons mené plusieurs sondages, les femmes qui ont dit qu'elles ont changé d'avis par rapport à la grossesse. Avec le sondage plus tard, il y avait moins de changements. Moins de 20% des femmes au Burkina ont changé d'avis pendant le premier sondage et pour le deuxième sondage, il n'y avait que 10% qui ont dit qu'elles ont changé d'avis. Prochaine question. Est-ce que l'utilisation des méthodes contraceptives a changé pendant la première année de la pandémie de la COVID-19? Les réponses sont oui. L'utilisation des contraceptifs a augmenté. Oui. L'utilisation des contraceptifs a diminué. Non. Il n'y avait pas ou très peu de changements dans l'utilisation des contraceptifs. Donc, nous allons attendre quelques secondes pour voir vos réponses. D'accord, je pense que la plupart d'entre vous ont dit oui, l'utilisation des contraceptifs a diminué.
En fait, c'est ce que moi, j'aurais pensé aussi, mais quelque chose de très intéressant avec les données des 4 contextes, avec plusieurs sondages, nous avons vu très peu de changements dans l'utilisation des contraceptifs entre la période d'avant la pandémie et pendant la pandémie. Donc, nous avons les données sur les femmes qui peuvent tomber enceintes, qui utilisaient les méthodes modernes ou traditionnelles pendant le sondage. Vous voyez qu'il y a un changement entre les pays, mais pour chaque pays. En fait, il y avait une augmentation d'utilisation des méthodes contraceptives plus pendant la pandémie qu'avant la pandémie. Donc, nous avons vu que le pourcentage des femmes qui utilisaient les méthodes contraceptives n'ont pas vraiment changé. Avec ceci, nous avons parlé des méthodes modernes ou traditionnelles. Mais pour changer, est-ce que les femmes ont changé pour utiliser des méthodes moins efficaces ou aucune méthode pendant la COVID-19? La réponse, oui, plusieurs femmes ont changé pour utiliser les méthodes moins efficaces ou pour ne plus utiliser des méthodes ou non, il n'y avait pas de changement important. D'accord, oui. Il paraît que la plupart d'entre vous pensent que non, il n'y avait pas de grands changements. Et oui, vous avez raison. Nous analysons les données des 4 contextes avec plusieurs sondages. Il y a moins d'une femme sur 5 qui a changé de méthode contraceptive entre les sondages. Mais il y avait des petites augmentations dans 3 contextes pour le sondage plus tard, ce qui indique une situation qui devient de pire en pire. La question suivante est: des raisons liées à la Covid ont-elles influé sur l'accès des femmes à la contraception? Les raisons étaient que le produit contraceptif n'était pas disponible, les services n'étaient pas aussi importants qu'avant. Il y avait la crainte d'être infecté si on se rendait dans l'établissement. Les réponses sont oui, la COVID-19 a eu une forte influence sur l'accès. Oui, mais les impacts ont été plus importants au début de la pandémie. Oui, mais les impacts ont été plus importants au fur et à mesure de la pandémie. Non, il ne semble pas que la COVID-19 ait eu une influence sur l'accès. Vous pouvez répondre maintenant. Il semblerait que la plupart des personnes pensent que oui, les impacts ont été plus importants au début de la pandémie. C'est intéressant parce que je pense que cela dépend vraiment de la façon dont on définit le début ou la poursuite de la pandémie. On s'est aperçu que oui, les impacts étaient plus importants au début de la pandémie. En ce qui concerne les femmes qui risquaient des grossesses non désirées mais n'utilisaient pas de contraceptif. Très peu de femmes au début de la pandémie ont pensé que on pensait que que la COVID-19 avait eu une influence et un certain nombre de femmes qui n'utilisaient pas de contraception ont dit que leur non-utilisation de contraceptifs était liée à la pandémie. En ce qui concerne, ces données suggèrent que la COVID-19 a pu avoir un impact plus important sur la non-utilisation de contraceptifs plus tard dans la pandémie que plus tôt. Et nous remarquons que presque la moitié des femmes n'en utilisant pas au Kenya
et au Rajasthan ont donné des raisons liées à la COVID pour la non-utilisation. A-t-on constaté des différences d'indicateurs parmi les différents groupes, les différents sous-groupes de femmes? Donc, on a fait une distinction par tranche d'âge, par nombre d'enfants, etc. Donc, oui, il y a l'une des réponses, oui, il y a eu des différences entre les sous-groupes. Non, il n'y a pas eu de différence. Il semblerait que la plupart des personnes pensent que oui, il y a eu des différences parmi les sous-groupes. Et nous sommes d'accord. Effectivement, il y a eu des différences entre les sous-groupes selon les indicateurs, mais ces différences n'ont pas été homogènes parmi les pays, voire même à l'intérieur d'un pays à certaines périodes de temps. Il y a eu un plus fort pourcentage dans certains sous-groupes qui ont rapporté ne pas utiliser de contraception pour des raisons liées à la COVID. Donc, vous pouvez voir, dans certains cas, il s'agissait de femmes qui n'avaient pas d'enfants ou d'autres qui avaient 3 enfants ou plus. Dans un autre contexte, des femmes de moins de 25 ans. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas d'homogénéité. Donc, lorsque des données ont été disponibles, mais on n'a pas pu faire ceci sur tous les groupes que nous avons utilisés. Merci beaucoup pour vos réponses à ce sondage interactif. Merci pour votre participation. Je vais maintenant parler de 3 études de cas que nous avons employées, études de cas d'adaptation des programmes. Il y aura des descriptions plus approfondies lorsque nous mettrons en ligne l'expérience, mais je vais vous présenter une synthèse ici. Alors, donc, Breakthrough Action a mis en place une campagne à la radio qui s'appelait Confiance totale dans 4 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire. L'objectif était d'améliorer la demande de services d'EPF en éduquant les clientes. Et le projet, au départ, a élaboré 2 annonces de services, 2 messages de service public qui étaient axés sur la confiance dans les méthodes et les services de PF, la communication entre les couples et la prise de décision conjointe sur la PF. Au début, on pensait qu'il y aurait des perturbations d'accès à la PF en raison des confinements. Donc, on a changé l'approche de l'équipe et mis en place 7 messages supplémentaires. Mais donc, on a traité les questions d'hésitation concernant le fait de se rendre à des centres de santé et les difficultés de déplacement. Donc, par exemple, un message a utilisé le temps supplémentaire dont disposaient les couples pour discuter de l'espacement des naissances et un autre sur la poursuite de la PF sans aller au centre de santé en utilisant des numéros de téléphone. La campagne de radio a été en place dans les zones urbaines de mai à septembre 2020, donc environ 5 mois au début des 5 mois de pandémie. Il y a eu 3 vagues de suivi. Les répondants ont expliqué qu'ils avaient été moins sensibles à la campagne, sans doute à cause de la plateforme de suivi et également parce qu'il y avait des perturbations liées à la situation politique.
Par ailleurs, les hommes et les femmes qui se sont souvenus d'avoir entendu un message à la radio au moins une fois par jour, plutôt que pas du tout, allaient plus probablement utiliser l'APF et avaient l'intention de se rendre à un centre de santé pour avoir des informations sur l'APF dans les 6 mois à venir. Donc, en moyenne, 61% des répondants utilisaient des contraceptifs modernes. Vous pouvez accéder à ces messages d'intérêt public qui sont proposés dans plusieurs langues et pour plusieurs pays. Allez-y, c'est vraiment très intéressant. Donc, l'étude de cas suivante traite de l'auto-injection de DMPASC. Et ceci est très utile parce que cela permet aux femmes de ne pas se rendre dans des lieux bondés et d'être couvertes afin d'éviter les grossesses non désirées. À Madagascar, l'auto-injection de DMPA-SC a été introduite en mars 2020 au début de la pandémie et ceci en raison de cette date, le ministère de la Santé de Madagascar et Access Collaboratif ont élaboré un modèle novateur de surveillance à distance par des simulations par téléphonique et ils ont adapté également des documents de formation et des protocoles pour les prestataires. Donc, après que les prestataires aient été formés, un supérieur appelait le prestataire et le prestataire simulait la formation, la façon dont il formait le client à s'auto-injecter. Donc, de cette façon, 100% des prestataires ont pu faire l'objet d'un suivi de formation alors que quand ceci se passait en personne, seuls 40 à 60% des prestataires étaient atteints. Et presque tous les prestataires, 93%, ont expliqué quelles étaient les étapes clés pour l'auto-injection. Ceci a donc permis d'introduire l'auto-injection de façon réussie. Donc, en avril 2021, 52% des points de service proposaient la DMPASC, ce qui était en augmentation d'un pourcentage de 42% en décembre 2020 et dépassait notre objectif de 50% en juillet 2021. Donc, ces données nous indiquent qu'une supervision à distance est faisable et permet aux superviseurs de vérifier les compétences de conseil des prestataires. Notre dernière étude de cas a été faite en Népal. Donc, au Népal, ceci s'est fait entre avril et septembre 2020 avec l'appui du gouvernement australien. FPAN a donc été rapidement en mesure de rétablir les services de PF dès le début de la pandémie. En travaillant étroitement avec le gouvernement du Népal sur une directive nationale qui soulignait la nécessité d'adapter les services par l'utilisation de la télésanté. FPAN a également axé ses propres directives opérationnelles en ciblant les populations marginalisées, adolescents et migrants. FPAN a été la première organisation à fournir à nouveau des services de santé de la reproduction essentiels. Presque 29 des différents points de service ont recommencé à fonctionner au bout d'un mois de confinement. Donc, il y a eu également des adaptations telles qu'un recours plus important sur l'approche de distribution basée sur les communautaires, l'utilisation de médias numériques et également vérifier que la chaîne d'approvisionnement des produits n'était pas en rupture.
Donc, le nombre de clients qui ont été servis a été équivalent au nombre avant la pandémie. En fait, vous pouvez voir ici sur ce graphique qu'il y a eu une chute brutale de nombre de clients qui accédaient aux services de FPAN au début du confinement en avril 2020, mais ces chiffres ont rapidement augmenté et régulièrement dans les mois qui ont suivi à des niveaux pré-pandémiques. En juillet, vous pouvez compter en juillet, on peut voir les chiffres qui fléchissent légèrement, sans doute parce qu'il y a eu d'autres possibilités de contraception. Donc, dans l'ensemble, ces données montrent que la directive du ministère sur les services essentiels et la politique opérationnelle associée à un financement d'urgence ont servi à assurer la continuité des services dès le début de la pandémie. Quels enseignements avons-nous appris concernant quels enseignements avons-nous tirés sur la poursuite des services d'EPF pendant une pandémie pour l'avenir? Donc, comme je suis certaine que nous savons tous, plusieurs politiques et adaptations politiques et de programmes au service de PF et à la chaîne d'approvisionnement peuvent permettre d'assurer la continuité des services en temps de crise. Je vais vous décrire ceci brièvement. L'OMS et les gouvernements nationaux estiment que les services de santé de la reproductive sont essentiels et ça, c'est un élément très important, tout comme les produits contraceptifs sont estimés des produits essentiels. La gestion des stocks proactive des stocks de produits de contraception ont permis d'éviter les ruptures de stock. La coalition d'approvisionnement de produits de santé de la reproduction a également diffusé un rapport à ce sujet qui montrait la résilience des chaînes d'approvisionnement dans plusieurs pays dès le début de la pandémie. Comme cela a été présenté ici avec les études de cas, la COVID-19 a entraîné des adaptations créatives qui ont réussi dans les programmes d'EPF et les services, ce qui a permis de poursuivre l'utilisation des contraceptifs. Enfin, les données novatrices, les méthodes de collecte de données novatrices, donc par exemple formation à distance ou entretien par téléphone, ont permis de recueillir des données essentielles pour comprendre et répondre à la pandémie et éclairer les programmes d'EPF. En résumé, dans cette synthèse de données d'enquête de PMA et au vu des expériences de programme, il semble que l'influence de la COVID-19 sur l'emploi de contraceptifs autour de la première année de la pandémie n'ont pas été aussi graves que craint initialement. Les adaptations de programmes et de politiques, nombreuses parmi lesquelles peuvent s'appliquer à des perturbations à long terme ou d'autres pandémies, ont contribué à assurer la continuité des services d'EPF. Nous remarquons que la pandémie n'est pas terminée. Les données que nous venons de vous communiquer concernant la première année de la pandémie sont issues d'un nombre limité de pays se trouvant principalement en Afrique subsaharienne, mais dans les données relevées par PMA, il semblerait que la situation s'aggraverait. Par exemple, de plus en plus de femmes n'utilisent pas de contraceptifs pour des raisons liées à la COVID dans certains pays, 6 à 10 mois après le début de la pandémie. Mais en dépit de ces effets dévastateurs, la COVID-19 a déclenché des innovations dans les programmes, en matière de programmes et de politiques qui n'auraient pas été tentées dans une situation normale.
Comme nous arrivons à la fin de 2021 et que nous faisons un bilan de comment nous avons géré le début de cette pandémie sans précédent, en tant que communauté de planification familiale, nous devons être fiers du travail et de l'endurance dont nous avons fait preuve pour fournir aux hommes et aux femmes des services extrêmement nécessaires, même si on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Nous avons montré une très grande résilience. Merci Catherine de nous avoir communiqué ces résultats et de nous transmettre ce message d'espoir et de résilience à tous nos collègues en ligne. Nous allons maintenant ouvrir la plateforme aux questions et remarques des personnes présentes. Célia Carpe de PMA nous a rejoint, Erin Portillo de Breakthrough Action, Caitlin Corneliès de Access Collaborative et je pense aussi que Avotiana Rakoto Manga est également présente de Access Collaborative à Madagascar. Une première question de Sophia. Je vais vous la communiquer, Catherine. Quand vous avez exploré quelle a été l'influence de la COVID-19 sur la planification familiale? Quelle a été quelle base avez-vous utilisée? Ceci a différé selon les cas. Il y avait des études qui ont été faites 2 à 4 mois avant le début de la pandémie. Il s'agissait de pays africains où la COVID a commencé au mois de mars. Donc, les études ont été réalisées vers décembre de l'année précédente. Merci. Une autre question concernant les données. Lorsque vous avez exploré si les femmes étaient passées à des méthodes moins efficaces, comment avez-vous défini le terme méthode efficace et quelle a été votre définition spécifique? Très bonne question. Les utilisateurs des contraceptifs ont été mis dans 3 groupes. Les méthodes efficaces, c'était des implants, des DU. Les méthodes efficaces étaient la pilule et les méthodes les moins efficaces étaient la contraception d'urgence et les méthodes traditionnelles et parmi d'autres. Les femmes qui parlaient de... Les femmes n'ont été pas incluses, certaines femmes n'ont pas été incluses dans ce groupe pour répondre à la question de changement vers des méthodes moins efficaces. Maintenant, je vais passer la parole à Célia. Quels sont les résultats publiés par PMA? Quels sont les autres sondages de PMA qui ont été utilisés, qui ont été menés après l'analyse des données? Voyez-vous quelques changements? Merci d'avoir posé cette question. Oui, pour les sondages, plus tard, ce sont les sondages qui ont été menés 3 mois après le début de la pandémie, 8 mois après le début de la pandémie. Nous avons continué à faire quelques sondages. Nous avons vu que dans 4 pays, les 4 pays qui ont été présentés aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de changements. Comme Catherine a mentionné, nous avons mené les sondages au début par téléphone à cause des changements liés à la COVID-19 avec les gestes barrières, etc. Maintenant, nous voyons quelques changements et le fait que ces changements ont continué après ces sondages téléphoniques. Nous voyons que il y a une certaine consistance après le début de la pandémie.
Il y a quelques femmes qui n'ont pas accès à certaines méthodes, les femmes qui ne pouvaient pas avoir accès aux services dans des établissements sanitaires. Dans certains pays, nous avons vu une diminution des femmes qui utilisaient des méthodes qui dépendantes des prestataires. En général, après un an, nous avons vu les mêmes changements, les mêmes messages que Catherine a partagés aujourd'hui. Merci, Célia. Maintenant, je vais passer la parole à Avotiana, notre collègue de Madagascar. Une question de Rachel. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre au Madagascar pour assurer que les établissements sanitaires utilisent d'une façon efficace le DMPA-SC? Oui, merci pour la question, Rachel. Je suis Aftina de Access Collaborative, Country Coordinator de GSI. En fait, peut-être il y a lieu de mentionner ici que le DMPA-SC administré par le prestataire est déjà 100%. Toutes les formations sanitaires offrent cette prestation, mais peut-être qu'il est plutôt question de l'appropriation, de l'acceptation par rapport à l'auto-injection, je pense. J'espère que c'est plutôt la question de Rachel. Effectivement, l'auto-injection, comme ça a été vraiment pris en main, et le ministère de la Santé au niveau central s'est approprié de l'approche de l'auto-injection comme étant une méthode, une offre à part entière dans le programme de PFA Madagascar, étant donné que notre segmentation de marché est plutôt favorise plutôt l'auto-injection, la méthode contraceptive injectable, je m'excuse. Et pendant cette période de pandémie, de Covid, en plus de l'appropriation du ministère de la Santé, donc à travers la lettre officielle issue du numéro 2 de la Santé, le secrétaire général, indiquant que maintenant, les formations sanitaires telles ou telles issues de tel district peuvent offrir l'auto-injection, parce que nous avons procédé par étapes. Ce n'est pas que tous les districts en même temps qui vont offrir l'auto-injection, mais à titre progressif. Donc, ça a permis le monitoring et le contrôle donc, de l'introduction et de la mise en œuvre de cette offre d'auto-injection. En plus, je peux dire, et d'ailleurs, je remercie aussi notre collègue de Options qui a mentionné que comme leçon apprise de toutes ces périodes en difficulté, nous avons pris comme opportunité le fait qu'il y a restriction dans le déplacement, il y a peur au niveau des femmes de fréquenter les formations sanitaires. Donc, ça a été une opportunité pour l'équipe du ministère de la Santé, une fois que la femme a reçu la présentation et l'offre de l'auto-injection et qu'elles sont acceptées, c'est au bout de quelques mois, 9 mois, pardon, au bout de 9 mois même, qu'elles vont revenir au centre. Donc, ça a permis, ça a limité le va-et-vient au niveau des formations sanitaires. Donc, tous ces aspects-là ont poussé l'offre d'auto-injection assez rapidement au niveau du pays, même dans la première année de son introduction et de son mise en œuvre, parce que le ministère, avec les partenaires, notamment Access Collaborative, nous avons su profiter donc de cette opportunité pour mettre en place cette approche de auto-injection. Donc voilà, si je peux répondre à la question de Rachel. Merci.
Merci à vous, Tine. Merci beaucoup. Notre prochaine question est de Lorena. Pensez-vous que les tendances à la baisse des chiffres entre 2020 et 2021 dans quelques pays peuvent être attribuées au service de la contraception? Célia, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, bien sûr. Ces réponses dépendent des pays. Donc, je ne parle que des 4 pays qui ont été présentés aujourd'hui. Nous avons les données longitudinales de ces pays avant la pandémie, pendant la pandémie, plus tard pendant la pandémie. Et pour les questions de mesures liées aux grossesses et les estimations sur la proportion des femmes qui ont eu une réaction négative à la grossesse. Et avec ceci, nous avons compris que c'était une grossesse non désirée. Simplement d'identifier les grossesses, de reconnaître combien de grossesses existent, ce n'est pas un bon indicateur parce que nous avons besoin de savoir combien de grossesses n'ont pas été désirées. Au Kenya, par exemple, le pourcentage des femmes qui ont rapporté qu'elles sont tombées enceintes et qu'elles n'ont pas été très contentes de tomber enceintes, nous avons vu une petite variation entre 3% à 2%. C'était des petits changements, mais des changements importants. Comme vous avez dit, cela peut refléter des changements dans l'utilisation des contraceptifs dans ces contextes. Il est très important quand nous pensons aux, aux grossesses, est-ce que l'augmentation de femmes enceintes, est-ce que c'est quelque chose souhaité ou est-ce que cela reflète plutôt le contexte avec la disponibilité des services de planification familiale? Très bien, merci Célia. Nous avons plusieurs questions sur les estimations initiales du FNUAP. Pourquoi y avait-il tellement de différences entre les 7 millions de grossesses non désirées et 1,4 million de grossesses non désirées? Catherine, si vous pouvez clarifier pourquoi il y avait une telle différence entre les deux estimations. Oui, donc l'estimation de 7 millions de grossesses non désirées était basée sur des hypothèses et des théories de disponibilité des services de planification familiale. Donc, ce n'était qu'une estimation sans données. Un an plus tard, nous avions des données sur les services et sur les vraies grossesses. Donc, nous avons pu présenter un chiffre plus fiable. Je pense qu'un de nos collègues a ajouté un lien dans la boîte de dialogue pour présenter les informations sur l'étude du FNUAP et sur la méthodologie. Prochaine question pour Catherine aussi, comme nous n'avons pas de collègue de FPAN. Donc, si vous pouvez répondre. Le suivi mensuel au Népal nous a montré que l'utilisation des services de l'APF a été influencée par la pandémie. Comment est-ce que les données présentées pendant ce webinaire peuvent être expliquées? Donc, ce ne sont que des données d'une certaine période avec le FPAN. Il peut y avoir des changements différents pour d'autres services. Nous n'avons que ces données que nous avons présentées aujourd'hui. Donc, ce graphique que nous avons démontré, ce n'était que pour les cliniques et les services communautaires de FPAN. Donc, ils ont démontré qu'ils pouvaient assurer la continuité des services pendant cette période.
Très bien. Prochaine question. Une question sur les différences. Y avait-il des différences entre la qualité et les types de contraceptifs qui ont été utilisés par des femmes, différences entre les tranches d'âge? Je vais demander à Erin Portillo, avec ses expériences à Breakthrough Action en Afrique. Voyez-vous des différences de l'utilisation des contraceptifs et le type de contraceptif utilisé par des femmes par tranche d'âge? Oui, en fait, je n'ai pas d'informations pour répondre à cette question. Je ne sais pas si nous avons pu désagréger les données par rapport à l'âge, mais je vais demander à mes collègues pour avoir un peu plus d'informations. Très bien. Célia, si vous avez quelques idées sur les contraceptifs qui ont été utilisés par les différentes tranches d'âge. Oui, malheureusement, nous avons été confrontés par des difficultés, les mêmes difficultés qu'Erin a dit. C'est très difficile de désagréger les données pour avoir seulement les données pour la tranche d'âge des personnes entre 15 et 19 ans. Mais nous allons essayer de analyser un peu plus. Nous allons essayer d'analyser les données pour les jeunes à Nairobi. Mais pour cette analyse, c'était très difficile. Mais Catherine, je pense que ce serait peut-être intéressant d'utiliser l'outil interactif en ligne pour répondre à cette question. Et maintenant, une question pour Erin. Pouvez-vous parler de la campagne Confiance totale? Pouvez-vous nous présenter quelques actualités? Avez-vous adapté les messages à la radio au Togo? Y a-t-il quelques nouvelles? Oui, bien sûr. Nous avons organisé une rediffusion de ces messages à la radio au Togo. Une différence, et merci Catherine d'avoir parlé des limitations de nos diffusions en Côte d'Ivoire, de limiter le bruit autour des élections. Il y avait d'autres facteurs qui ont influencé les messages à la radio en Côte d'Ivoire, mais aussi avec des ressources limitées. Nous n'avons pu diffuser nos informations que sur les radios communautaires et les radios locales. Au Togo, nous avons pu utiliser les chaînes de radio nationales. Nous avons terminé avec ces messages à la radio et maintenant nous organisons les formations pour les chercheurs ce mois et nous espérons avoir plus d'informations et des données, les résultats de cette campagne vers la fin janvier, début de février. Et nous allons publier ces résultats sur le site web de Knowledge Solutions. Merci beaucoup. Erin, merci d'avoir partagé toutes ces informations. Maintenant, je vais passer la prochaine question à Catherine. Et Célia, vous pouvez compléter sa réponse. Avez-vous vu une différence entre les zones urbaines et rurales? En fait, ça dépend du contexte et des indicateurs. La réponse générale est oui. Ce serait quelque chose qui serait intéressant avec le graphique et le tableau interactif et que vous aurez l'occasion de regarder les différences entre les zones rurales et urbaines. Par exemple, au Kenya, vous pouvez analyser les différences entre les zones rurales et urbaines. Quelque chose qui était très intéressant en analysant l'utilisation des contraceptifs par des femmes en zone rurale au Burkina a augmenté selon nos sondages. Donc, avant la pandémie, il n'y avait que 34% qui utilisaient des méthodes contraceptives. Cela a augmenté à 48% et à 42% plus tard pendant la pandémie. Au Kenya, il n'y a pas beaucoup de changements, petite diminution parmi les femmes en zone rurale, mais il y a beaucoup de différences, beaucoup de changements
à découvrir fin janvier quand nous publierons ce tableau interactif. Merci beaucoup, Catherine. Nous n'avons que quelques minutes qui nous restent, donc je vous remercie de vos questions intéressantes. Nous allons répondre avec des messages écrits à toutes les questions restantes. Donc, diapositive suivante. Nous vous invitons à continuer à connecter avec notre équipe pour apprendre plus sur la pandémie et l'influence de la pandémie sur la planification familiale. Vous pouvez le faire sur notre site web. Nous avons découvert plusieurs ressources intéressantes pendant nos recherches. Nous avons fait une collection de toutes ces ressources et nous avons ajouté à une collection FP Insight. C'est un outil d'exploration et de collection des ressources. Donc, nous avons ici une capture d'écran qui nous montre toutes les ressources que nous avons rassemblées sur FP Insight. Tout le monde peut avoir accès à ce site web si vous avez un compte ou pas. Mais si vous n'avez pas encore créé un compte et vous aimeriez apprendre plus sur FP Insight, nous vous encourageons à vous inscrire pour une de nos séances de formation. Et vous allez apprendre plus sur FP Insight et comment utiliser FP Insight. Vous pouvez trouver le jour et l'heure qui vous convient et nous allons ajouter le lien pour vous inscrire dans la boîte de dialogue. En conclusion, vous devrez continuer à suivre nos communications. Nous allons vous envoyer les liens en janvier pour explorer les études de cas, des expériences des programmes adaptés, ainsi que les réponses et les résultats des sondages. Ceci dit, je vous remercie et un grand merci à tous nos partenaires qui ont travaillé avec nous et qui ont été disponibles aujourd'hui pour répondre à vos questions. Merci à tous nos participants d'avoir été ici pendant cette session. Je vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que 2022 va nous apporter de la prospérité, de la bonne heure et de la bonne santé. Merci.